Alors, j'ai 18 ans, je suis étudiante cette année, mais ça fait, déjà 2 ans, en fait, que je m'implique, de manière assez, intense dans tout ce qui touche, à la cause des rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda. Parce que, quand j'étais en première, donc à 16 ans, je suis partie une semaine au Rwanda au moment des commémorations, donc du 1er au 7 avril, parce que je faisais partie d'une association et qu'on l'avait proposé. Et bah, pour moi, ça paraît évident, mais forcément, ça a été une expérience extrêmement marquante. Parce que même si j'avais quand même déjà une connaissance de l'existence de ce génocide, et même si je connaissais le mode opératoire avant d'y aller et que je m'étais renseignée parce qu'on m'avait dit que ce serait dur psychologiquement, se retrouver face à des personnes qui avaient vécu ça et tout le long de la semaine, écouter des témoignages, visiter des mémoriaux, être confronté à ce que ces personnes avaient vécu et être confronté aussi à des jeunes de 25 ans qui me parlaient non seulement du génocide qu'ils avaient vécu très jeunes, mais aussi de toute leur vie qui a été détruite par ce génocide. Ça m'a profondément marquée. Et je pouvais plus, après être revenue de cette semaine, ne pas intégrer cette cause au cœur de mon engagement qui était déjà assez fort puisque j'étais dans plusieurs associations. Et donc, en fait, cette année, je, je m'implique dans les 25e commémorations du génocide, mais j'avais déjà mené un projet dans mon lycée l'an dernier. On avait notamment invité un rescapé qui s'appelle Dominique Siobairo, qui avait 12 ans lors du génocide. Et en fait, c'est l'intervention de Dominique qui m'a particulièrement motivée à me réimpliquer cette année, et notamment à organiser des projets dans plusieurs lycées. Parce que déjà, on avait une salle qui pouvait accueillir 150 personnes, elle était complètement pleine. Et surtout, quelque chose qui m'a énormément marqué durant cette semaine, c'est le silence qu'il y avait à la fin des interventions, à la fin d'un documentaire qu'on avait passé, et surtout à la fin de l'intervention de Dominique, qui nous a parlé pendant 2 heures de ce qu'il avait vécu. Parce que là, en fait, quand on traversait la salle et qu'on lançait une petite discussion avec le public, on sentait vraiment que ça avait un sens de faire ça et que ça changeait quelque chose parce qu'on était face à des personnes qui avaient déjà été un petit peu sensibilisées, on les avait informées avant de ce qui s'était passé au Rwanda. Et il y avait comme une prise de conscience de ce que ça avait vraiment été de la réalité de la chose et surtout, en fait, j'en parlais beaucoup après, à la fin de l'année à Charlemagne, notamment au moment des commémorations. En fait, Dominique, ce qu'il a apporté, et je pense que la différence que ça a joué, le fait qu'il y ait un silence aussi prégnant dans la salle et vraiment solide, quoi. Quand on avançait dans la salle, on avait l'impression d'avancer dans de l'eau, tellement c'était intense et tellement tous les élèves, qui étaient pourtant jeunes, hein, il y avait des gamins de 15 ans, euh, tellement ils étaient dépassés par ce qu'ils avaient entendu pendant 1 heure et demie. Et en fait, je pense que c'est notamment le fait qu'il leur ait donné un visage. Et c'est un petit peu la même chose qui m'est arrivée. C'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre savoir ce qui s'est passé à tel endroit, à tel moment. Bon, c'est loin, c'est le Rwanda, c'est vaguement en Afrique australe, on sait à peu près le situer, et puis on sait vaguement ce qui s'est passé. Et vraiment avoir en face de soi quelqu'un qui nous raconte ce qui s'est passé et qui nous parle de ce que ça a été pour lui durant les quelques mois de génocide et de ce que ça a été pour lui durant tout le reste de sa vie. Et on l'entendait, d'ailleurs, dans la vidéo, il y a d'autres personnes qui témoignent et qui ont vécu ce génocide, et on le sent aussi, même ici, pendant le tournage, il y a des moments d'émotion, parce que ça fait une grosse différence, quoi, d'être face à quelqu'un qui l'a vécu et qui nous donne, qui a le courage aussi d'exprimer ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et donc c'est essentiellement pour ça que je me réengage cette année, et aussi parce que j'ai toujours en pensée les personnes que j'ai vues au Rwanda qui me posaient très très souvent la question est-ce qu'on parle du génocide des Tutsis du Rwanda dans les écoles françaises? Parce que pour eux, il y a eu un énorme travail de pardon qui a été fait au Rwanda, parce que pour que le pays se relève, on était un peu obligé d'accepter qu'il n'y ait pas une vraie justice qui s'exerce. Donc les rescapés ont fait preuve, a priori, d'un courage assez dingue, et ont dû accepter finalement que à côté de chez eux vivent des gens qui avaient probablement tué des membres de leur famille. Et à côté de ça, ils sont face à un pays comme la France qui refuse toujours, 25 ans après, de présenter des excuses. Et qui refuse d'en parler aussi. Et donc en fait,
Je dirais que c'est aussi ça, c'est la pensée de ces personnes qui me posaient cette question et forcément de la petite ritournelle à chaque fois qu'on rencontrait un nouveau témoin et qui voyait que j'avais 18 ans, enfin 16 ans à l'époque, qui en profitaient pour me demander si on m'en avait parlé à l'école. Parce que pour eux, manifestement, c'était important et ça se comprend bien. Ça paraîtrait pourtant évident qu'on en parle, surtout que la France a joué un petit rôle a priori. Mais voilà. Donc j'essaie de pouvoir répondre au moins mentalement à ces personnes qui me posaient la question. Oui, dans certaines écoles françaises, on en parle. Pas dans toutes, mais on avance. Comme je l'ai dit, j'ai 18 ans, donc le calcul est simple, je n'étais pas née quand le génocide est survenu. Pour autant, ça paraît évident que c'est un problème qui est encore d'actualité, déjà parce que, comme je le disais à l'instant, on n'en parle pas dans les écoles françaises. On n'en parle pas dans les écoles françaises, et pourtant, il y a des rescapés. Là, en fait, je suis à peu près dans la dernière génération des rescapés. Ils ont 25 ans, donc de 18 à 25 ans, il n'y a quand même pas un écart énorme. C'est des personnes qui sont à peu près dans la même phase que moi au niveau de leur vie, mais qui vivent des choses complètement différentes. Et c'est peut-être un lien aussi qui manque, qu'on ne fait pas entre les personnes qui ont survécu à ce génocide, la dernière génération, qui est bien vivante, qui est là et qui aimerait bien qu'on parle d'elle, et puis ma génération de l'autre côté du globe, qui prend même pas conscience qu'il y a des personnes qui ont ce vécu-là, qui ont cette expérience-là, qui est quand même diamétralement opposée à la nôtre. Et je dirais que c'est particulièrement actuel parce que, à la limite, dans ma génération, aujourd'hui en France, euh, j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de mal à faire le lien entre ces vécus parce que nous, on a évolué dans un milieu où finalement tout ce qui est conflit, tout ce qui est guerre, tout ce qui est génocide, c'est complètement du domaine du passé et on a facilement l'impression que ça ne peut pas arriver chez nous. Et donc ça mêlé à, à une tendance que je vais pas développer là parce que je pense que c'est super complexe, qui consiste un petit peu à écarter tout ce qui nous dérange loin et à se dire, comme je le disais, que le Rwanda c'est loin, voire facilement dériver vers le bon, c'est juste des guerres ethniques, vers une forme de négationnisme, quoi. C'est normal que ça se passe en Afrique, mais ce serait pas normal chez nous et ça va pas se passer chez nous parce que c'est en Afrique que ces choses-là arrivent. Et même, d'ailleurs, quand en discutant avec des amis qui ont à peu près mon âge, j'ai été surprise de voir qu'il y en a très peu qui font le lien entre le génocide des Tutsis du Rwanda et la Shoah. Pour eux, c'est vraiment deux choses complètement différentes et il n'y a quasiment aucune comparaison possible et imaginable. Voire, sans parler de ceux qui du coup diminuent le génocide des Tutsis du Rwanda en s'imaginant que c'est quelque chose de moins grave que la Shoah et que c'est pas comparable non plus en termes de hiérarchie, quoi. Bon, c'est très 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 discutable, vous vous en doutez. Mais oui, du coup, je dirais que c'est particulièrement actuel pour nous parce qu'on a sûrement ce travail-là à faire de prendre conscience que oui, on est lié à des personnes qui sont très loin de nous, qui ont des vécus totalement différents, mais qui ont vécu des choses très dures et qu'il faudrait peut-être se rendre compte à un moment qu'on ne vit pas dans des mondes différents, on n'est pas dans deux dimensions opposées. Et que donc, non seulement ce qui leur est arrivé peut nous arriver, mais surtout, on a quelque chose on doit avoir une part d'action dans ce qui va se jouer dans les prochaines années. Et ce qui nous paraît atroce dans un autre pays, en fait, c'est quelque chose sur lequel on peut agir, notamment parce que de toute manière, le monde ne se pense plus avec des pays qui fonctionnent en autarcie totale. Donc, de toute manière, même l'action que pourrait mener la France, et nous, en tant que Français, en tant que citoyens français, il faut qu'on se pense plus aussi comme des acteurs au niveau européen et mondial. Parce qu'on ne peut pas se concevoir uniquement comme des petits jeunes privilégiés qui peuvent rester dans leur milieu protégé, ne pas se soucier de ce qui se passe ailleurs, qui est un peu moins rose, quoi. Donc oui, ce serait même plutôt, on est la génération qui doit s'en soucier particulièrement. Surtout que c'est aussi, on est la génération, en plus, qui peut encore agir et qui peut donner une réponse aux rescapés qui vont bientôt mourir, parce que ça s'est passé il y a 25 ans. Donc il y a la dernière génération qui atteint ces 25 ans-là, mais il y a aussi tous ceux qui étaient déjà adultes et qui arrivent en fin de vie, en fait, et qui auraient besoin d'aide, et surtout qui auraient peut-être besoin qu'il y ait un signe de la part d'autres pays qui leur disent on sait ce qui vous est arrivé, on
on reconnaît ce qui s'est passé et une réponse, parce que c'est aussi, dans les témoignages, ce qui ressortait, c'était aussi cette peur que ça recommence. L'idée que finalement, comme il n'y a pas de réponse, comme il n'y a pas de reconnaissance de beaucoup de pays, comme la France refuse encore d'expatrier des génocidaires, comme il n'y a même pas vraiment de reconnaissance du rôle que la France a pu jouer, notamment, parce que forcément ils sont sensibles à ce que la France a fait, et on m'en a beaucoup parlé vu qu'on savait que j'étais française. Ça me paraîtrait important, parce que on leur a peut-être fait suffisamment de mal comme ça, et ce serait pas mal qu'ils puissent partir de manière un peu plus apaisée. Et d'ailleurs, je me souviens que, en fait, quand j'y suis allée, c'était pile le moment où le pape a présenté ses excuses pour les actions de l'Église au Rwanda. Et il y a beaucoup de rescapés qui m'ont demandé ce que j'en pensais et si je pensais que la France allait bientôt faire pareil. Parce que pour eux, c'était vraiment le... Alors que pourtant, ça paraîtrait pas compliqué, quoi, mais là, c'est une reconnaissance de la part de la France et de la part des pays occidentaux de ce qui s'est passé, et de leur responsabilité dans ce qui s'est passé. Pour eux, c'était important. Ça avait du sens, un vrai sens. Je pense que, comme je commençais à le dire, je pense aussi que cet engagement, il prend particulièrement sens parce que on a tendance à s'imaginer qu'on n'aura plus jamais à subir d'horreurs comme un génocide, mais ça, c'est un petit peu une vue de l'esprit. D'abord parce qu'il suffit de regarder autour de nous, il y a quand même pas mal, je ne vais pas citer d'exemples précis parce que voilà, mais dans l'actualité de ces dernières années, il y avait quand même plusieurs éléments qui rappelaient furieusement une logique génocidaire. Et même au-delà de ça, dans la délégation dans laquelle j'étais, il y a eu dans les 3 derniers jours du séjour Beate Klarsfeld. Et elle m'a dit un truc qui m'a énormément marqué, qui m'a aussi beaucoup motivée à m'engager. On discutait sur la terrasse de l'hôtel et il y avait un autre membre de la délégation qui lui parlait justement de son combat pour la mémoire du génocide des Juifs d'Europe et qui lui demandait si elle considérait que c'était abouti aujourd'hui, parce que je crois qu'il y avait dû y avoir des violences antisémites récemment. Et elle a dit oui, mais la mémoire pour la Shoah, maintenant, il y a quand même des choses qui sont faites. Enfin, on n'est plus du tout au même point que quand j'ai commencé à agir et je suis plutôt tranquille par rapport à ça. Je sais qu'il y a une reconnaissance de cette mémoire. Le problème, c'est plutôt pour les autres pays, pour le Rwanda, où alors elle nous parlait, il me semble qu'elle était allée au Burundi un an avant en fait, et elle disait que c'était plutôt pour tous ces pays-là, tous les pays qui sont peu visibles, qui sont très peu représentés, et qui ont aussi été le théâtre de violences atroces et dont on ne parle pas. Et pour qui le travail de mémoire ne s'exerce pas. Et c'est plus pour ceux-là qu'il y aurait une inquiétude à avoir et qui pourrait laisser présager qu'il y ait d'autres génocides, parce qu'à la limite, on se réfugie dans un confort en se disant aujourd'hui, on sait exercer la mémoire, on se protège, il n'y aura plus de génocide parce que voilà, on parle de la Shoah, on parle des Arméniens, donc ça va, on est réglo, entre guillemets. On sait que ça ne se reproduira pas parce qu'on fait un vrai travail de mémoire. Puis on écarte discrètement tous les génocides dont on ne parle pas et dont il faudrait parler, parce que c'est évident que dans les conditions actuelles, il y en aura d'autres. Parce qu'on ne fait pas vraiment le travail de mémoire, on ne le fait pas suffisamment et on le fait sur des cas choisis qui nous arrangent et en occultant certains faits encore aujourd'hui. Alors donc oui, cette vigilance, le fait d'être attentif et de considérer qu'il y a un travail de mémoire qui n'est pas abouti, je dirais qu'il est... ce serait très compliqué de dire qu'il est partagé ou pas partagé en fait, parce que d'abord on évolue dans des milieux très différents et c'est évident que dans les milieux engagés dans lesquels je peux évoluer, il y a une vigilance et il y a une conscience de ça, et aussi je suis pas mal engagée dans tout ce qui est lutte antiraciste. Et là, il y a une vraie conscience de ça, parce que derrière le fait d'ignorer certains génocides, il y a probablement une dimension un peu raciste aussi, quoi. C'est l'idée que finalement, pour le Rwanda, c'est même, en fait, c'est des rescapés rwandais qui me le disaient, eux, leur sentiment, c'est qu'en France, on n'en parle pas aussi, parce que bon, c'est des Noirs, c'est normal qu'ils se tapent dessus. Alors que quand c'est des Blancs, on trouve ça anormal.
Donc forcément, il y a cette réflexion-là, il y a cette réflexion autour de la position qu'on prend par rapport au reste du monde, en fait, quand on est dans un pays comme la France, qui est très présente dans certains des milieux dans lesquels j'évolue. Et notamment dans ma prépa, en fait, j'étais agréablement surprise parce que quand j'ai parlé de faire un projet sur les génocides des Tutsis du Rwanda à la rentrée à des amis, l'accueil était plutôt très positif. Ils étaient ravis de pouvoir en parler. Tous ne connaissaient pas l'histoire, donc on en discute et il y a un réel intérêt pour ces sujets-là. Après, on tombe aussi évidemment sur des personnes de mon âge qui ont beaucoup plus tendance à s'écarter de ça et ça pourrait s'expliquer par plein de raisons. D'abord pour ce que c'est angoissant, parce que bon, faut pas le nier non plus. De toute manière, on est quand même une génération qui voit pas mal de trucs inquiétants arriver, et donc je pense que il y en a aussi bêtement qui préfèrent ne pas trop voir cette autre ombre du tableau, on va dire. Et puis bon, après, il y a aussi des personnes qui sont irrécupérables, quoi. De toute manière, fatalement, dans ma vie, je suis tombée sur des personnes qui étaient racistes, je suis tombée sur des personnes qui on n'avait pas grand-chose à faire du Rwanda, quoi. Donc là, on s'énerve, on se dispute, et puis finalement, on se rend compte que c'est peut-être pas... que faut peut-être mieux se concentrer sur ceux qui sont encore... qui ont encore une ouverture vers ça, qui sont capables d'entendre ce qu'on leur dit. Parce que voilà, dans une... moi, là, j'essaie d'incarner ma génération, mais je ne peux pas non plus recouvrir toute la tranche d'âge des Français de 18 ans, quoi. Donc, je parle quand même de mon point de vue et avec les milieux dans lesquels j'évolue. Et je dirais qu'il y a quand même des contrastes assez énormes. Il y a d'un côté des jeunes qui vont être très, très, très engagés, qui vont avoir un intérêt énorme pour ces sujets-là, et de l'autre, il y en a qui sont peut-être un peu moins conscients de ce qui peut se jouer aujourd'hui avec un travail de mémoire, et notamment sur la mémoire des génocides oubliés. Alors en tant que jeune fille, j'ai envie de dire que nécessairement les violences qui ont été faites aux femmes, ça a été particulièrement marquant. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Je me souviens, à la limite, je ne suis pas l'exemple le plus marquant. Mais il y a vraiment, à Charlemagne l'an dernier, quand on a projeté le documentaire d'Anne Lenné qui s'appelle Rwanda, un cri d'un silence inouï, et qui revient plus sur les traumatismes laissés par le génocide. Donc c'est des interviews de rescapés, il me semble que c'est 10 ans après le génocide. Et il y a un passage vers le début du documentaire où on rencontre une membre de l'AVEGA, une association de veuves du génocide, qui évoque les violences qui ont été faites aux femmes. Et il y a vraiment une jeune fille à ce moment-là qui n'a pas pu supporter. Enfin, elle était obligée de sortir et elle était dans un état vraiment de nervosité totale et elle était extrêmement tendue. Et je sais que c'est nécessairement marquant, mais à la limite, moi, c'est plus en termes de jeunesse que je vois ça. J'ai plus fait le lien et je me suis plus identifiée aux jeunes de manière générale qui avaient vécu ça, parce que je faisais un parallèle entre moi, la vie que j'avais la chance de vivre, et la vie qu'eux se tapaient à cause de ce génocide, que les violences faites aux femmes. Et c'est plus maintenant que ça vient aussi je saurais même pas comment exprimer ça, mais vraiment on a envie de dire mais merde, quoi, quand on voit ce qui a été fait, et on adhère complètement. Et en même temps, là je parlais d'empathie, c'est assez délicat aussi quand on se retrouve face à des rescapés, dans la position qu'on peut prendre par rapport à eux. Parce que forcément, quand on passe une semaine à écouter des témoignages extrêmement durs, il y a une part d'identification, on se reconnaît en les personnes, et on a envie de pleurer, et on est horrifié par leur malheur. Mais en même temps, on peut se demander quelle légitimité on a à faire ça, parce que ce serait presque comme les hommes qu'on se retrouve à consoler quand on leur parle de féminisme, parce que tout d'un coup, ils découvrent que oui, il y a une oppression des femmes à un certain niveau, et que c'est terrible, et qu'ils ne se rendaient pas compte qu'ils opprimaient certaines femmes, et que du coup, ils en souffrent. C'est un petit peu la même question, je pense.
on a tendance à reprendre le chagrin des autres. Mais on n'a pas à occuper cette place, on n'a pas à pleurer face à quelqu'un qui témoigne de ce qu'il a vécu durant son génocide, à mon sens. Parce que finalement, enfin, en tout cas pour moi, et c'est pour ça que j'ai jamais pleuré en écoutant un témoignage, et que j'ai toujours cherché à ne pas m'identifier à ce que les gens me racontaient, et que donc j'essaie pas de rapporter les choses à moi. On est là pour écouter, pour recevoir ce que les gens veulent bien nous raconter, et pour faire un travail à partir de ça et transmettre cette mémoire et la porter, parce qu'eux n'ont pas forcément la force de le faire non plus et que c'est déjà une force énorme, ne serait-ce que de témoigner. Mais on n'a pas à se... il faut savoir mettre une distance entre ce que les gens nous racontent et nous. Ce qu'ils nous racontent, c'est pas nous, c'est pas à prendre pour nous, c'est quelque chose qu'il faut travailler, c'est quelque chose qu'il faut transmettre. Mais c'est pas quelque chose qu'il faut assimiler. J'en ai visité 3. Celui de Kigali, celui de Bisesero et celui de Bagogwe. Celui de Kigali, je pense qu'il a déjà été évoqué. En fait, je l'ai visité 3 fois ce mémorial parce qu'on y allait le premier jour du séjour. J'y suis retournée vers le milieu du séjour et du coup, le 7 avril, les commémorations officielles étaient aussi au mémorial, donc ça a été la 3e fois que je m'y suis rendue. Je garde un souvenir très très marquant de Bagogwe et de Bisesero. Parce qu'on là en fait on se représente vraiment ce que ça a pu représenter, en particulier à Bisesero. En fait le mémorial a été pensé pour qu'on reproduise un petit peu le chemin des Tutsis qui donc en fait à Bisesero c'est au bord du lac Kivu, donc dans une zone très vallonnée, et à Bisesero des populations Tutsis ont tenté de résister parce que elles avaient déjà commencé à former des groupes depuis les massacres de 63, et donc elles avaient une petite organisation pour tenter de résister en cas de génocide. Et donc elles se sont réfugiées dans les collines et elles essayaient de combattre comme elles pouvaient les génocidaires Hutus, donc c'était essentiellement un coup de pierre. Et ils ont essayé de reproduire l'espèce de chemin de croix qu'ont suivi les populations Tutsis qui se sont réfugiées dans ces collines. Donc on monte toute la colline. Il y a une grande fosse commune en haut et puis il y a plein de petites maisons avec des ossements qui suivent le chemin qui est très escarpé et très sinueux. Et au fur et à mesure qu'on monte, les marches sont de plus en plus hautes, de plus en plus irrégulières, elles sont formées de pierres qui ne sont pas taillées. Et donc on est déjà à une altitude assez importante en bas de la colline. Donc plus on monte et plus on a le souffle court. Et on a de plus en plus de mal forcément à marcher. Là vraiment, on commence à mesurer ce que c'est et on voit... on suit leur chemin, quoi. On se met dans leurs pas. Et donc celui-là, oui, il m'a vraiment particulièrement marqué. Bon, surtout quand on se dit que c'était pendant la saison des pluies, donc nous, il y avait un temps sec, mais eux, en plus, c'était de la boue. Et il n'y avait pas de chemin de pierre, quoi. Et puis aussi, je l'ai trouvé très intéressant parce que le fait de passer de maison en maison et de procéder un petit peu par étapes, ça faisait pour le coup, on rentrait vraiment dans... On avait l'impression de progresser dans l'horreur. Et donc c'était un petit peu comme... Pour le coup, on se sentait vraiment dans leurs pas.